Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à la revue des Grandes Unes, bienvenue à la livraison de cette première journée de cette nouvelle semaine avec nos invités ici qui sont déjà bien installés et avec qui nous commenterons les Grandes Unes parues ce lundi 4 juin 2018. Et démarrons donc cette revue avec le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse aux élections et notamment aux manquements observés au niveau de l'organisation de ces élections par la structure en charge qu'est ELECAM. La Nouvelle Expression titre donc sur les élections et les casernes militaires et le Social Democratic Front qui met la pression, tout comme le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les deux formations politiques de l'opposition qui présentent chacune un candidat à l'élection présidentielle exigent d'ELECAM le respect strict du code électoral. L'ont manifesté à travers des correspondances écrites et menaces de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Le MRC tout d'abord qui par plusieurs fois saisi par des missives Elections Cameroun pour demander que soit revu donc ce code électoral, qui a d'ailleurs proposé la mise sur pied d'une révision consensuelle, de ce code électoral avant que l'on ne puisse aller aux élections. Question de minimiser donc les contestations post-électorales. Le Social Democratic Front qui lui aussi a saisi la même instance pour demander par exemple que durant les élections, les bureaux de vote dans les casernes militaires soient annulés. Question d'assurer une meilleure transparence. Le SDF qui fait savoir que le vote dans les casernes militaires est souvent marqué par des actes donc d'intimidation des représentants des partis politiques qui, pour la plupart, sont très souvent chassés, ce qui ne rassure pas quant à la transparence du scrutin dans ces casernes. Le Social Democratic Front qui exige donc que ces élections dans les casernes soient annulées, en tout cas que les bureaux de vote ne soient plus placés dans les casernes militaires. Le Social Democratic Front qui promet de passer à la vitesse supérieure, qui menace en tout cas au cas où Elections Cameroun ne prenait pas au sérieux cette revendication. Le journal parle aussi de crise anglophone et d'un membre de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui lance un appel à Paul Biya, président de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats du Cameroun. Maître Nico Ralé, fervent défenseur de la paix et de l'unité des peuples, propose au président de la République de créer une commission de vérité, de justice, de vérité et de réconciliation inclusive, crédible et indépendante pour venir à bout de la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce fait de société, à la page 2 du journal La Nouvelle Expression ce matin, c'est un présumé cannibale qui est aux arrêts. Il a été retrouvé à côté du corps sans vie d'un adolescent. L'absence de certains organes de la dépouille et la présence de sang dans sa bouche ont fait prospérer la thèse d'un acte de cannibalisme. Le journal qui nous parle aussi de Douala Yaoundé, la nationale numéro 3, quand le remplacement des buses coince 6 mois après le démarrage des travaux sur l'important axe qui relie les capitales politiques et économiques du Cameroun. Seulement 30% des buses sont remplacés. Situation similaire sur d'autres chantiers. L'œil du Sahel nous parle ce matin des promesses de Biya de 3000 forages dans le septentrion qui restent bloqués jusqu'aujourd'hui. L'œil du Sahel qui revient donc sur le dernier conseil de cabinet tenu par le Premier ministre Philémon Yang, conseil de cabinet au cours duquel donc un zoom, un focus a été fait sur le ministère des Mines, sur le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Question donc de voir plus clair sur la crise énergétique que traverse le Cameroun. Le ministre qui a fait un exposé sur les grands projets donc d'adduction d'eau dans le pays et notamment dans les régions du centre et du littoral. Le journal L'Œil du Sahel qui rappelle que justement rien n'a été dit sur les régions du septentrion en matière d'adduction d'eau et surtout sur cette promesse de Paul Biya durant la campagne présidentielle
foncière de 2011, promesse donc de 3000 forages qui jusqu'ici n'arrivent pas à prospérer. Le journal Le Soir, Très Hebdo, nous parle de Lompangar et présente ce barrage comme un modèle de réussite en matière de gestion. Ceci selon la Banque mondiale, dans la gestion financière, sociale et environnementale, Lompangar qui semble donc être présenté comme un projet, comme un modèle de réussite par la Banque mondiale, le satisfait de la Banque africaine de développement, le satisfait tout aussi de l'ambassadeur de France font dire donc cela. Histoire du Cameroun, ces patriotes et martyrs qui sont méconnus par le peuple. Le journal propose un dossier sur ces derniers aux pages 6 et 7 de sa publication de ce matin. Ecomatin s'intéresse à la monnaie électronique, sa une de ce matin. Ecomatin qui parle de la Banque des États de l'Afrique centrale qui annonce la reprise des transferts d'argent électronique hors de la zone CEMAC, jusque-là plombée et jusque-là bloquée. La BEAC, au cours d'une récente annonce, a fait savoir que ces transferts d'argent pourraient donc reprendre hors de la zone CEMAC. Le journal qui parle aussi du spectre du Fonds monétaire international qui plane sur la prédation du budget, sur la préparation, autant pour moi, du budget 2019. Le journal L'Indépendant, lui, s'intéresse ce matin à la présidentielle 2018 et titre sur le mandat de transition. Pense savoir L'Indépendant qui présente dans ses colonnes de ce matin les jeux et les enjeux d'un scrutin déterminant pour l'histoire du Cameroun. Ça pourrait passer ou ça pourrait casser, à lire à la page 6. Le journal parle aussi des trépatouillages de la solde de l'État, les ramifications soupçonnées de la mafia, à lire à sa page 2. Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin au secteur public. Le quotidien de l'économie qui parle de ses directeurs généraux et présidents de conseil d'administration des entreprises publiques et parapubliques qui sont sur des fauteuils éjectables. Plusieurs gestionnaires des entreprises du portefeuille de l'État tombent sous le coup de nouvelles dispositions des lois sur les établissements publics administratifs qui rentrent en vigueur le 12 juillet 2018. Info Matin parle du CAMES ce matin à sa une et il y a de Jacques Famendongo qui signe la déclaration de Ouagadougou. Le représentant du président de la République a pris part active aux travaux et a soutenu la promotion du professionnalisme et de l'employabilité. La troisième session du Conseil des ministres se tient en charge de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur se tient au Bénin au mois de mai 2019. Les chefs d'État des pays membres se rencontreront ainsi tous les 3 ans, nous dit Info au matin. Repère va ce matin dans les méandres de la désignation des ministres par le chef de l'État. Comment Paul Biya choisit ses ministres, c'est la une de ce journal qui s'intéresse donc ce matin à la gouvernance publique. Et puis Mutation parle d'assassinat des prêtres à sa une et ça donne la parole à Monseigneur Samuel Kleda. Assassinat des prêtres, le Cameroun qui est champion du monde selon Monseigneur Kleda. La célébration eucharistique à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Monseigneur Bala a été riche en déclarations, nous dit Mutation. L'événement s'est déroulé en l'absence des membres du gouvernement. Les révélations d'un criminologue sur l'enquête ouverte par le procureur suite au décès de l'évêque de Bafia. Et puis on sort avec la météo Très Hebdo, la météo Très Hebdo qui parle ce matin du port autonome de Douala et l'enlèvement des épaves donc qui va redémarrer. Le port de Douala qui fait le grand ménage, nous dit la météo Très Hebdo ce matin. Le lancement de la première phase de ce projet a lieu ce jour en présence donc de plusieurs autorités. Voilà qui nous permet de sortir de cette revue et de retrouver nos invités. Thierry Ndiopé, bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Lunes. Je profite de cette antenne pour interpeller une fois de plus les délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala
sur la route Château, Niala, Yassa. Il y a des récriminations qui viennent de ce côté. Les travaux avaient été annoncés, je vous rappelle, par une lettre du délégué du gouvernement qui a annoncé qu'il y aurait une voie de contournement. Mais depuis pratiquement 2 semaines, rien n'est fait à ce niveau et les populations vivent le calvaire de ce côté. Même pour se rendre du côté de Yaoundé, en passant par Yassa, Niala, c'est devenu un véritable chemin de combattant. Il faudrait justement que des mesures soient prises à l'heure où le Cameroun, soulignons-le, s'apprête à vivre la CAN 2019. Des chantiers routiers aussi importants comme cela ne sont pas encore lancés. On a des raisons de craindre que la situation peut s'empirer d'ici juin 2019. Allez, Bernard Batana, en espérant que ce cri ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Bernard, bonjour. Bonjour Eric Martial. Bienvenue à vous, bonne semaine. Bonne semaine. Bonjour à Thierry Niopé et surtout bonjour à Bamenda. Bonjour à Bouya. C'est un plaisir d'être là. Allez, on va démarrer donc ces commentaires de une avec le journal La Nouvelle Expression qui parle de pression sur les camps ce matin, pression exercée par plusieurs partis politiques, mais mis en avant ce matin dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, le SDF et le MRC. Alors, comment comprendre, Thierry, ces pressions qu'exercent ces partis ? Oui, bien, il est clair que depuis des lustres, les formations politiques de l'opposition ont toujours dénoncé le code électoral camerounais qui, pour eux, n'est pas suffisamment transparent, juste équitable. Il a été, selon eux, taillé à la mesure du prince, qu'est le président Biya, président, par ailleurs, candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est au pouvoir. C'est vrai qu'ailleurs, on se soit attendu quand même que le président de la République ne soit pas en même temps chef d'une formation politique. Malheureusement, au Cameroun, c'est le cas. Et c'est vrai que c'est aussi le cas dans plusieurs autres formations, dans plusieurs pays en Afrique centrale. Mais il faudrait justement que l'on sache que la fonction présidentielle devrait être au-dessus des partis politiques. Parce que quand on est chef de l'État et on est président d'une formation politique, le but d'une formation politique, c'est d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir par tous les moyens. On peut donc comprendre que le code électoral soit suffisamment taillé à cette mesure et l'inquiétude des formations politiques de l'opposition qui veulent, qui aspirent également à cette haute fonction-là, à la magistrature suprême. On dénonce notamment la biométrie plus ou moins biaisée. Tout le monde sait que la biométrie n'est pas biométrique que ça, parce que les noms sont inscrits et parfois même les photos dont la qualité est assez approximative quand on vote, mais le processus entièrement n'est pas biométrique. Les formations politiques de l'opposition et en même temps revendiqué la mise en place d'un bulletin unique. Ils ont demandé également que l'âge de vote soit ramené à 18 ans. En réalité, il y a plusieurs points qui ne sont pas réglés jusqu'ici. Dans ce code électoral et des partis d'opposition, notamment le Social Democratic Front et même le MRC, qui ont proposé la mise sur pied d'un code électoral consensuel, voilà, avec l'avis de tous les partis politiques. Est-ce que c'est possible, selon vous, Bernard? Oui, c'est bien possible, Martial. Le code électoral, si le code électoral devait être neutre, il ne devait pas être taillé à mesure, sur la mesure d'un seul candidat. Par conséquent, pour qu'il soit neutre, il devait être issu d'un consensus. Pour qu'il n'y ait pas trop de revendications à la fin, il fallait que toutes les formations politiques, toutes les forces politiques s'associent pour faire un code électoral qui puisse résister aux revendications. Mais tel n'est pas le cas au Cameroun. Et c'est à juste titre si les partis de l'opposition s'érigent en disant que non, c'est un code électoral qui est perfectible. Parce que, évidemment, ceux qui ont écrit ce code électoral sont favorables au pouvoir en place, aux partis politiques en place. Il faut bien que les instruments d'accès au pouvoir soient équitables pour tous les partis et pour tous les candidats de tous les partis. Et cela passe par la révision d'un code électoral. Et de façon consensuelle. Voilà. Alors, avec la mise en place de nouveaux responsables, la désignation de nouveaux responsables à la tête de la Direction générale des Elections Cameroun, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces revendications ou ces pressions qu'exercent ces partis politiques prospèrent d'une certaine façon, Thierry?
Qu'est-ce qui a véritablement changé? Je ne pense pas. Eric Essoussé a simplement remplacé Babalé. Eric Essoussé, tout le monde se rappelle quand même qu'il était directeur général adjoint. Donc, il connaît la maison, il connaît tous ces problèmes-là. Si ces problèmes devaient être solutionnés, ça l'aurait été depuis. Mais n'oublions quand même pas que ce sont des personnes qui sont nommées par qui? Une fois de plus par le président Biya, qui est qui? Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, ce sont des gens qui rendent compte au prince. Comment peut-on organiser une élection et la paix, dont on l'a vu au Sénégal, mais c'est très rare dans les pays de l'Afrique centrale? Voilà le véritable dilemme. Il est perfectible, on le sait, mais est-ce que le camp d'en face accepte effectivement que le code électoral le soit véritablement? Parce que s'il l'est, il est clair que des partis politiques, même comme ils ont d'énormes problèmes à s'unir, à travailler ensemble, à créer, pourquoi pas, une dynamique peut-être de 2 ou 3 partis politiques, parce que quand on parle même de révision du code électoral, il y a également un aspect que l'on semble beaucoup oublier, l'élection à 2 tours. Dans les conditions actuelles, même si on révise le code électoral sans pour autant améliorer notamment ces aspects-là, il est clair qu'en l'État, il est pratiquement impossible de battre le président Biya. Il y a 10 formations politiques, prenons seulement 10 formations politiques de l'opposition face à Paul Biya qui représente une véritable machine électorale. Est-ce que l'opposition camerounaise pourrait faire vaciller les choses? C'est une interrogation. Des questions donc pour vous, les nouveaux dirigeants, en tout cas les nouveaux hommes à la direction générale d'Elections Cameroun, vont simplement s'inscrire dans la continuité de ceux qui étaient là auparavant et dont on ne devrait pas s'attendre à ce que ces pressions ou ces demandes, ces doléances des partis d'opposition prospèrent. Oui, vous savez, au Cameroun, lorsqu'on est nommé par le président de la République, on a des comptes à rendre qu'au président de la République, pas aux partis politiques et autres là. Évidemment, on ne peut rien attendre de celui qui a été nommé. Et c'est ça le paradoxe des nominations qui sont au-dessus des élections. Parce que, à l'évidence, quand on a la tête d'une structure qui se veut neutre comme l'ECAM, on ne devait pas être nommé par un candidat. Vous imaginez qu'un candidat qui nomme quelqu'un qui doit superviser... Qui nomme l'arbitre. Qui nomme l'arbitre. Mais là, les jeux sont faussés à l'avance. On ne peut pas attendre grand-chose. Mais Eric Essoussé, c'est quand même un vieux de la vieille dans la gestion des élections. Il vous souvient qu'en 1990, c'est lui qui était au ministère de l'administration territoriale. En 1992, je vais dire, lors de la première élection pluraliste, donc c'est quelqu'un qui connaît bien les méandres des élections. On peut attendre parce qu'il y a eu déjà des signes positifs qu'il ait déjà reçu Maurice Kamto le 29 mai dernier. On peut croire qu'il y a des avancées, mais il faut noter que autant le MRC est souple par rapport à la demande formulée auprès de l'ECAM, autant l'OSIF a donné un ultimatum jusqu'au 7 juin pour passer à une autre phase plus vigoureuse, comme le dit le responsable, le président régional du SDF du centre. Voilà. Donc, voilà. Allez, on évoque... Juste pour vous rappeler en même temps que même Abdoulaye Babalé avait reçu la correspondance, le mémo de Maurice Kamto. Il n'a jamais répondu. Mais il n'a pas répondu. Donc rien ne nous laisse croire que même à ce niveau, il y aura une réponse favorable. Mais je vous rappelle en même temps, vous avez parlé des élections de 1992, que la victoire de Paul Biya avait quand même été entachée de quelques irrégularités. L'opposition a continué jusqu'à tout récemment, continué à démontrer que l'élection n'avait pas été gagnée par le président Biya. Et c'est M. Eric Essoussé qui était justement à la manœuvre. Avec ça, on peut attendre quoi? Nous osons croire qu'il va rectifier le tir. C'est une belle interrogation de Thierry. C'est une belle interrogation de Thierry pour sortir de ce sujet. On devrait s'attendre à quoi? L'interrogation est là. Mutation, ce matin, nous parle, en tout cas, revient sur ces paroles de Monseigneur Cléda en matière d'assassinat des prêtres. Le Cameroun est champion du monde, même pas seulement champion d'Afrique, champion du monde. Est-ce que c'est pas assez fort venant de Monseigneur Cléda, le président de la conférence épiscopale? C'est pas assez fort. C'est pas assez fort parce que les faits sont là.
Et c'est les faits qui lui font dire. Les faits sont là. C'est un commentaire qu'il a fait des faits parce que on a connu il y a un an un prélat qui est tombé dans l'eau et qu'on a repêché mouillé sec. Et qui jusqu'aujourd'hui, on n'a pas le résultat de l'enquête qui a été donnée. On a connu la mort de Monseigneur Hugues Plumet, on a connu l'assassinat de Monseigneur Angel Vin, on a connu l'assassinat de l'abbé Mbassi. Ils sont nombreux qui sont partis comme ça, qui sont passés par cette guillotine et dont on ne connaît pas les résultats d'enquête. Et chaque fois, une enquête a été organisée par rapport à savoir la vérité. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la vérité. Et la plus récente, c'est celle de l'assassinat de Monseigneur Mbala, qui est un évêque, qui est même au niveau de la plus haute hiérarchie de l'Église catholique romaine. Et il faut noter qu'à l'intérieur même de l'Église, on ne s'entend pas. Parce que d'un côté, le président de la conférence épiscopale parle d'un assassinat brutal, et de l'autre côté, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Mbala, demande d'attendre les résultats de l'enquête. Mais on est où? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que tout de suite, je pense avec Monseigneur Akonga, qu'est-ce que l'Église catholique du Cameroun a fait aux gens? Y a-t-il un problème? Oui. Y a-t-il un problème Église catholique au Cameroun? Il faut bien que les gens sachent. Il faut bien que l'Église catholique nous explique. Parce que quand le président de la conférence épiscopale dit que c'était un assassinat brutal, il n'y a pas plus renseigné que l'Église catholique pour le savoir. Nous, on veut savoir. Nous, les fidèles de l'Église catholique, nous voulons savoir exactement ce qui s'est passé. Il faut qu'ils nous le disent. Alors, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon, finalement, pas de jeter complètement l'éponge, mais aussi de s'avouer quelque peu impuissant face à la situation, que de faire de telles déclarations quand on sait que au lendemain de cette mort, Thierry, la conférence épiscopale, par la voix de Monseigneur Cléda, avait fait des sorties musclées, avait menacé de dévoiler, de faire le grand déballage, mais par la suite, rien. Et un an après, voilà, on reste pratiquement dans le même discours sans véritable action. C'est comme que Bernard Watana le soulignait tout à l'heure. L'Église catholique elle-même est divisée autour de la mort de Monseigneur Mbala. Et je crois quand même que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase de cette fois-ci. Parce que les autres assassinats ont connu des enquêtes. Le monde n'était pas suffisamment ce village planétaire. Aujourd'hui, avec l'appui de WhatsApp, Facebook et le reste, l'information va tellement vite au point où les autres parties n'ont pas de choix que de subir cette pression-là. Parce que tout le monde se rappelle que le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Cléga, avait dit qu'il connaissait, que l'Église catholique connaissait les assassins de Monseigneur Mbala. Un an après, nous sommes encore sur notre soif, parce que nous, on avait dit justement, même sur ce plateau, que le moment venant, on va interpeller Monseigneur Cléga pour qu'il dise exactement ce qui s'est passé. Maintenant, Monseigneur Balga demande qu'on attende les résultats de l'enquête. Il est clair que ces résultats... C'est un autre son de cloche. Oui, et tout le monde sait effectivement que ces résultats ont déjà été rendus, sont déjà connus, mais pas rendus publics, donc connus de l'opinion nationale. Il est vivement souhaitable que toute la lumière soit faite à ce niveau, parce que si tel n'est pas le cas, une fois de plus, on va interpeller Monseigneur Cléga qui avait dit que les assassins de Monseigneur Mbala sont connus. Parce que tout le monde sait, l'exploitation de son téléphone avait quand même laissé transparaître certains noms. Et ces noms sont connus de l'opinion nationale. Et je crois quand même que si la situation continue, la presse, d'abord à son niveau, va commencer à livrer, parce qu'on n'a pas voulu à un moment donné essayer d'entacher les résultats de l'enquête. Mais si ça continue, je crois que même les réseaux sociaux se permettraient de livrer le grand déballage dans les mois qui suivront. Sinon, Monseigneur, le président de la conférence épiscopale sera accusé de complicité d'assassinat ou de rétention de l'information, une information hautement sensible, de rétention de l'information qui pourrait éclairer le grand public
par rapport à cet assassinat. Voilà, on attend de voir, est-ce que on assistera à une autre sortie un an après, au moment de commémorer les 2 ans du décès de Monseigneur Benoît Bala. Attendons de voir, on suit cette actualité. La présidentielle 2018 revient dans quelques tabloïds ce matin, notamment à la une de l'Indépendant qui parle du mandat de transition pour Paul Biya au cours de cette présidentielle 2018 et présente d'ailleurs les jeux et les enjeux d'un scrutin déterminant pour l'histoire du Cameroun. Mandat de transition, dans quel sens percevez-vous cette une du journal L'Indépendant, Thierry? Non, il est clair qu'on est en train de préparer d'une manière ou d'une autre l'opinion publique à accepter une candidature du président Biya au lendemain de la sortie assez controversée de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et même du président américain lui-même à la tribune des Nations Unies. On sait également que la communauté internationale ne s'accorde pas sur une éventuelle représentation du président Biya. Maintenant, l'opinion publique à travers les motions de soutien. On a vu Cameroun Tribune qui dit effectivement que ça monte, les appels du peuple. On a vu l'appel du Fundi, on a vu l'appel du grand meeting du côté de Banganté, même comme beaucoup de personnalités ont manqué à l'appel, notamment le maire de cette ville, Célestine Kétia-Koutès, qu'on sait ne pas être en odeur de sainteté avec le président du Sénat. Est-ce qu'on est en train de préparer véritablement l'opinion? Moi, je le pense. Mais est-ce que l'opinion publique l'acceptera au regard de tous les problèmes qui se greffent au quotidien au Cameroun? Tout le monde se rappelle que le problème Boko Haram est encore pendant, que la crise avec les rebelles de la Séléka du côté de l'Est est encore pendante, et tout récemment encore, on continue à vivre la crise anglophone. Avec tous ces problèmes-là, le volume d'aménagères qui est de plus en plus réduit à la portion congrue, les Camerounais ont de plus en plus du mal à joindre les deux bouts. Est-ce qu'au regard de cette situation assez critique-là, Paul Biya mérite un dernier mandat? Les débats sont lancés, mais présenté comme celui aux Camerounais eux-mêmes de prendre leurs responsabilités, parce que rien ne dépasse le peuple. Tout le monde se rappelle que le président Biya n'est pas élu avec 5 millions de voix. Les Camerounais, au regard de certaines statistiques, dépassent 20 millions. Donc, au peuple de faire le choix en allant s'inscrire sur les listes électorales, en votant et en défendant leur vote du moment venu. Alors, cette une de ce journal, mandat de transition, vous comprenez cette expression, ce mot transition dans cette une? On se demanderait, hein, transition par rapport à quoi? Parce que, à l'évidence, c'est la continuité. On connaît le candidat du RDPC. Il est le candidat naturel, on connaît le candidat naturel. Bon, je ne parle pas de candidat, le candidat statutaire. Dans les textes, c'est écrit que c'est le président national qui est le président statutaire du parti. On n'a pas besoin qu'il se prononce un matin. D'ailleurs, toutes les populations sont mobilisées dans tous les coins du Cameroun. C'est le candidat le candidat des chefs traditionnels, c'est le candidat des élites, c'est le candidat de toutes les composantes de la société civile et autres là. On ne peut pas parler aujourd'hui de transition. On ne peut pas parler de ça. Il s'agit d'une continuité. Parce que, à l'évidence, il est le candidat naturel du parti au pouvoir. Et bien plus. Au sein du RDPC, on parle même du parti proche du pouvoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le RDPC n'a même pas encore atteint le pouvoir. C'est peut-être lors de la prochaine élection qu'ils vont atteindre le pouvoir. Et à ce moment-là, il n'est pas lieu de parler de mandat de transition. Il s'agit d'un mandat de continuité. Parce qu'à l'évidence, c'est lui. C'est ce qui se prépare. Alors, messieurs, pour sortir de cette revue de grande une, la une de la météo, on nous parle du port autonome de Douala, voilà, qui revient avec cette fois le grand ménage, une fois encore annoncé, enlèvement des épaves, le lancement de la première phase de ce projet a lieu ce lundi, un énième grand ménage au port autonome de Douala, Thierry. Vous l'avez dit, un énième grand ménage. On espère que cette fois, ce sera la bonne. Il est clair que le ministre Ngalé Béhé est un homme de poigne en tant que ministère de tutelle ou ministre de tutelle. Est-ce qu'il aura suffisamment d'agnac? Lancer l'opération, tout le monde sait, au Cameroun, on a l'habitude de lancer, mais par la suite, c'est la continuité, le véritable problème. Maintenant,
il va lancer effectivement, mais est-ce qu'il aura suffisamment de flegme pour continuer? Est-ce que l'opération va continuer? On parle de première phase, il y aura une deuxième certainement, et peut-être les autres. Vivement que le port autonome de Douala soit désengorgé pour permettre justement aux bateaux de certains tyrans d'accoster sans coup férir, et surtout que le port de Kribé est en train de démarrer en trompe. Donc, vivement que cette place portuaire soit toujours aussi concurrentielle que celle de Kribé. Ce grand ménage, Bernard, apportera-t-il enfin la propreté tant escomptée dans ce port? Oui, le port sera désormais aéré si le ménage est fait. Mais l'essentiel, c'est de savoir recycler tous ces déchets qu'on va prendre au niveau du port. Où est-ce qu'on va les déposer? Qu'est-ce qu'on en fera? Ça ne va pas faire une autre saleté quelque part. Moi, je pense qu'on devait même penser non seulement à enlever ces épaves de voitures et autres, mais aussi et surtout à les transformer. Ça peut faire être une matière première pour une transformation. Ça peut créer une mini-industrie qui pourrait faire travailler beaucoup de Camerounais. Moi, je pense que c'est ça. Il fallait plutôt réfléchir à cela. Non seulement, bon, ce n'est pas tout de dire que, voilà, on va désengorger le port, il faut encore que ces déchets soient transformés. Il y a des entreprises au Cameroun qui font ce travail. On ne citera pas les noms ici pour des raisons publicitaires, mais il est clair quand même que l'industrie a assez développé à ce niveau. Vivement simplement que ces épaves soient mises à la disposition de ces entreprises pour que ça crée des emplois. Pour le recyclage. Voilà. En tout cas, merci. On espère que ce sera le cas et que enfin on respirera l'air donc du désengorgement au port autonome de Douala. Merci Thierry, merci Bernard, merci à vous qui nous avez regardé. Demain sera un autre jour. Nous serons là pour un autre numéro. Madame, monsieur, très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Au revoir.